Luc, d'abord, merci de m'accueillir à nouveau dans ton garage, dans ton entrepôt. On ne sait pas trop comment nommer ça. Ouais. On était ici il y a 1 an et demi et on avait fait le tour rapide de ta collection parce que c'était très impressionnant. Mais ce qui est encore plus impressionnant et ce que je constate maintenant, c'est que la moitié des voitures qui étaient là il y a 1 an et demi ne sont plus là et tu les as remplacées par autre chose. Et je sais qu'il manque quelques unités. Mais ça illustre un peu à quel point il y a du roulement dans ta collection et à quel point ça évolue rapidement. Oui, effectivement, on a acheté peut-être 25 autos, on s'en est départi peut-être de 15 à peu près. Mais la collection évolue, oui, constamment, puis elle va continuer les prochaines années. Il y a des autos que j'ai reçues qui ne sont pas ici, qui sont en transit. Ouais. Il y en a une, par exemple, qui va à People Beach pour le concours d'élégance là-bas. Hey, parle-moi donc de cette voiture-là pour commencer. Oui, c'est une 812 compétitionnée Aperta, donc un modèle exclusif. Moi, j'ai été avec TaylorMade, donc tout fait à ma façon. Donc, il y a un paquet, juste en option, pour vous donner une idée, l'auto vaut peut-être 1 million, puis il y a peut-être 400 000 d'options. Parce que j'ai mis, par exemple, un siège de différentes couleurs. Fait que l'auto, elle est... Conducteur passager. Oui, OK. L'auto, elle est bleue. Il y a 2 sièges. Un siège est noir, l'autre siège est rouge. OK. Donc, c'est une tribute. Donc, c'est un... Comment je pourrais C'est un dire? hommage? Un hommage à une ancienne voiture dans le temps que j'ai copié un peu OK. à la façon d'aujourd'hui. Puis Ferrari, quand ils ont vu le spec sur la ligne de montage, ils ont tellement aimé la voiture qu'ils m'ont demandé de l'amener au concours d'élégance à People Beach. Mais ce qu'on peut constater aussi quand on regarde ta collection, c'est que la dernière fois, quand je suis venu ici, tu avais une Corvette, tu avais des Porsche, tu avais des Lamborghini, tu avais des McLaren. Ouais. Tout ça, c'est disparu. Là. Oui, en grande partie. Je me suis concentré beaucoup plus sur Ferrari pour un paquet de raisons. D'abord, c'est devenu un investissement et pas juste une passion. Donc, Ouais. Ferrari, avec le temps, prend beaucoup plus de valeur que les autres marques, surtout... surtout Oui, versus McLaren, on s'entend McLaren, que... c'est ça que je m'allais dire. Donc, mais par contre, j'ai encore des Porsche. Là, chez moi, j'ai encore des Porsche que j'utilise à tous les jours parce que ça va très, très, très bien, une Ouais. Porsche à rouler. As-tu l'avantage d'être un peu plus fiable aussi? Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est plus Moins solide. capricieux. Oui, absolument, 100% d'accord. Ouais. Puis j'adore le concept du 2+2, là, les Porsche 911. Là, Ouais. avec, tu sais, mes enfants peuvent rentrer sur de courtes distances, mais c'est pratique. Oh, tu sais. ouais. C'est pratique. J'ai une Roma ici qu'on peut voir ici qui est un peu comme ça. Puis j'ai aussi, on va voir le Puro Sangue que je viens de recevoir, ça fait pas tellement longtemps. On va Qui est le voir. gros véhicule familial. Là. Oui, de Ferrari. Ben, C'est ça. il n'est pas gros. Toute chose là. étant relative. là. Mais c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'il y a un vrai VUS. Là. Ben, c'est pas, Ferrari n'aime pas ça, appeler ça un VUS. Là. Non, c'est sûr. Mais c'est un vrai VUS, puis ça va être l'auto que je vais utiliser le plus, c'est sûr, dans les prochains mois. Là, Ça va être ton daily driver, Ouais, exact, essentiellement. exact. Bon. Commander une voiture chez Ferrari, avant qu'on commence à faire le tour de tout ça, à quel point c'est compliqué et à quel point c'est compliqué de pouvoir mettre la main sur quelque chose qui est un peu plus exclusif que la voiture que le concessionnaire aurait décidé de commander? Aujourd'hui, c'est plus facile de commander une Ferrari que quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, il fallait t'acheter des véhicules usagés avant d'être capable d'acheter une Ferrari neuve, d'abord et avant tout. Ensuite de ça, ben, ils te choisissaient. C'était pas toi qui choisissais. S'ils ne voulaient pas ta vendre, ils ne te la vendaient pas. C'était à peu près ça. Ils en vendaient 12 à 15 par année, moi, quand j'ai commencé là, au Québec. C'était beaucoup des Italiens qui garaient pendant la semaine puis qui sortaient juste le dimanche, l'été, quand il pleuvait pas. OK. Fait que c'était à peu près ça. Bon, aujourd'hui, on en voit plus sur les routes et tout ça. Ils en vendent beaucoup plus, à peu près 80, 90 par année plutôt que 12, 15. Déjà, en partant, c'est plus. Puis, effectivement, 80, 90 Ferrari neuves par année. par année, oui. C'est un gros volume, mais ça ne l'est pas tant que ça Non. en même temps. Non, pas du tout. Tu sais, je veux dire, tu regardes juste la concession montréalaise, la bâtisse qu'il y a là, l'inventaire qu'il y a là, pour vendre 90 véhicules neufs, beaucoup d'usagers aussi, là. Ouais. Mais c'est énormément d'investissement pour vendre quelques dizaines d'unités de voitures. là. 100% d'accord. Pas C'est incroyable. évident. Mais ils font de l'argent Ah, pareil. c'est sûr, c'est sûr. Tu es bien placé pour le savoir. Ouais, ils font de l'argent amplement. Mais grosso modo, oui, les véhicules rares de Ferrari, les véhicules numérotés, Ouais. de série spéciale, tout ça,
c'est pas n'importe qui est capable de l'acheter. Même si tu es milliardaire, puis tu arrives au concessionnaire, tu veux comme... Là, ils viennent d'annoncer, bien, ils vont annoncer bientôt le prochain supercar. Ouais. Même si tu étais Elon Musk, puis tu arrives, puis tu veux en commander une, tu peux pas. Il faut que tu aies les anciennes voitures, il faut que tu aies une historique, il faut que tu aies fait soit la course comme, par exemple, les Ferrari Challenge ou autre. Fait qu'il faut que tu aies vraiment un historique d'achat et tout. Donc, c'est impossible. C'est pas une question d'argent, on s'entend. Les gens qui achètent des véhicules spéciaux, ils ont tous beaucoup d'argent, mais c'est vraiment, il faut que tu aies l'historique. Puis, est-ce que quelqu'un qui, par exemple, déciderait d'acheter un lot de Ferrari dans un pur objectif d'investissement, mais sans nécessairement avoir la passion de la marque ou la passion des voitures, est-ce que c'est quand même reconnu chez Ferrari? Si un type se présente chez Ferrari Québec, décide d'acheter 10 voitures, est-ce que là, déjà, les cloches vont sonner pour le constructeur en disant, lui, on va y en donner un peu plus, juste parce que c'est un acheteur? C'est arrivé. Là, dernièrement, il y a quelques années, il y en a un qui est arrivé de nulle part. Il a commencé à acheter un paquet de Ferrari à Ferrari Québec. Puis oui, il a été considéré par le manufacturier. Puis il a réussi à avoir les modèles 488 Pista Spider, puis 458 et tout. Ben non, 458 c'était avant, mais 488, à partir de 488, il a commencé à avoir des modèles spécial qu'il a réussi à avoir parce qu'il est arrivé de l'extérieur puis il a commencé à acheter un paquet de Ferrari. Mais tu dis que c'est plus facile aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, demain matin, admettons que j'ai le budget pour m'acheter une nouvelle 296 GTS, bien, je peux me présenter chez Ferrari et potentiellement penser l'obtenir. Aujourd'hui, oui, il n'y a pas de problème. Ma femme qui n'avait pas acheté d'auto avant, a mis une commande sur un Puro Sangue, puis elle l'a eu. En fait, elle va le recevoir dans 3 mois à peu près. Parce que c'était pas assez, là. Oui. On va en avoir chacun un. Chacun un. Puis une 296 GTS aussi, on va en avoir chacun une aussi. OK. Mais oui, aujourd'hui, tu mets ton nom, mais c'est des modèles spéciaux. Comme quand la 296 va sortir un modèle exclusif, donc à la fin de la série, à peu près aux 5 ans suivant la sortie de la première, souvent ils font un modèle exclusif comme moi j'ai. Donc, cette série-là, c'est seulement si tu as un historique à long terme et non juste une 296, par exemple. Tu ne pourras pas acheter si tu n'as pas un historique à long terme. De toute façon, je ne suis pas rendu là. On s'en reparlera. Rendu là, je viendrai te voir. Peut-être que tu vas me faciliter la tâche. Mais en attendant, je te propose qu'on fasse le tour de ta collection, qu'on regarde peut-être ce qu'on n'a pas vu la dernière fois, puis tu m'expliques un peu pourquoi tu as décidé d'aller faire ces voitures spécifiques-là, en choisissant aussi de te débarrasser d'autres modèles. Parfait. Luc, on commence par la Dino, qui est une voiture qui prend beaucoup de valeur, parce que c'est une voiture qui a une belle histoire au sein de Ferrari. D'où vient-elle, cette voiture-là? En fait, c'est une voiture qui est d'abord avant tout magnifique. Vraiment. Moi, je l'adore pour une vieille voiture. Elle a été originalement achetée à l'époque par un Canadien de l'Ouest, de Vancouver. Elle était jaune comme ça, donc c'est ça. On l'a refait repeinturer, mais la couleur est d'origine. Puis, je l'ai achetée à Toronto, elle était vraiment tout démantibulée. Puis, elle a passé 3 ans en restauration. Donc, 3 ans complètes, toutes les pièces dans l'acide, refaites toutes strippées, les bottes, tout. Là, ça existe encore des Ferrari abîmés avec de la rouille puis des cracks? Beaucoup. Surtout dans ces années-là, ça valait pas vraiment cher, les gens. Non, mais aujourd'hui, une voiture comme ça vaut son pesant d'or. Je comprendrais pour une mondiale. Mais ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, oui, effectivement. Mais tu vois, moi, je l'avais payé comme 375 000. J'ai mis à peu près 200 000. Elle vaut peut-être 750 aujourd'hui. Quand même. Ça valait la peine. Oui, mais c'est surtout parce que dans une collection de Ferrari, une Dino est importante parce que ça fait partie de l'histoire vraiment importante. Absolument. Puis c'est une voiture, il manque de moteur. Elle n'a pas été très populaire à l'époque à cause qu'il manquait de puissance. Sauf que elle est magnifique, c'est le fun à conduire. C'est vraiment... Tu sais, une Dino, c'est son fils, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fils d'Enzo. Puis, pour Dino, l'important, c'était d'avoir un moteur arrière, parce qu'il disait que c'était mieux pour les courses. Son père ne le croyait pas. Puis, finalement, Dino a fait sa propre voiture avec moteur arrière. Puis, ils se sont rendus compte
que finalement, c'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile sur une piste. Et les modèles plus sportifs de Ferrari ont tous le moteur arrière. D'ailleurs, il n'y a pas d'emblème Ferrari sur une dyno. Non, c'est Ce ça. n'est pas une authentique Ferrari, bien que ça fasse partie de son histoire. Exactement, exactement. Bon, tu as une belle acquisition aussi. On reste dans le jaune. Oui. Une voiture qui est franchement magnifique. Moi, j'ai toujours aimé les proportions de cette auto-là. 275 GTB. Ça aussi, c'est une belle trouvaille. Ah oui, absolument. On en cherchait. Moi, j'aime pour ce modèle-là, j'aime la couleur jaune parce qu'il y a des fois des couleurs que ça ne fit pas sur des voitures, puis d'autres fois moins. Celle-là, j'en voulais absolument jaune et je la voulais couper parce qu'il existe des décapotables. C'est beaucoup moins beau en décapotable. Puis j'ai cherché longtemps, puis on l'a trouvé en Amsterdam. Fait qu'on a été la chercher à Amsterdam. Assez loin quand même? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis on a eu plein de problèmes avec l'importation. Bien, je m'en allais te poser la question. Ça implique quoi d'importer une voiture d'Europe ou d'un autre continent? Ça ne doit pas être évident. Bien, on a importé plusieurs dans mes voitures. Puis celle-ci et la 250 GTO qu'on va voir plus tard, ça a été vraiment compliqué. Il y a eu du zèle de douanier. Il disait qu'il y avait des petites roches qui pouvaient contaminer. Il a fallu... Les roches contaminées dans les pneus. Les roches dans les pneus qui pourraient être dangereux pour ils appellent ça un peu comme le MAPAC, là, les produits des restaurations et tout, là, des restaurateurs. OK. Fait qu'ils ont été bien loin. Ça a été très compliqué. On avait un événement, le Ferrari Club America, puis on avait besoin de les avoir. Puis en fait, ça a été très compliqué de les importer. Mais on a réussi, on est arrivé à bonne date, puis on l'a su comme la veille, les voitures étaient relâchées. On a été chercher rapidement pour l'événement. Mais sérieusement, on est très, très content d'avoir trouvé cette voiture-là. C'est toute une expérience de la trouver, d'aller la voir, parce qu'on a été sur place voir si était avant d'envoyer plusieurs millions. Puis on l'a fait venir, puis aujourd'hui, elle est ici, puis on est très content. Puis j'aime que tu parles au on, parce qu'évidemment, il y a une équipe qui travaille avec toi pour t'aider. J'ai deux jeunes d'à peu près 25-26 ans qui s'occupent de mes voitures temps plein. Leur job, c'est ça, temps plein. Donc, puis crois-moi qu'ils ont de l'ouvrage. Moi, j'aime beaucoup discuter avec eux. C'est des gars connaissants. Ils connaissent des trucs qu'on n'entend pas souvent. Exact. Ils découvrent un monde automobile qui est peu commun, veut pas. Là. Tout à fait. Ils connaissent plus les voitures que moi, en fait. Là. Fait que je les laisse les trouver, les chercher et tout. Puis ils vont sur place voir si tout est correct. Puis à date, ça se passe bien. Je me fais souvent dire, William, que j'ai une job de rêve parce que j'essaie des voitures de toutes les marques, que je me promène à travers la planète. Vous avez aussi un job qui fait des envieux, c'est certain. Comment vous vous êtes retrouvés ici? On se le fait souvent dire que ça fait des jaloux ce qu'on fait, puis on se fait souvent demander si Luc engage encore et tout ça. Mais on est deux à faire ce job-là, puis on a connu Luc quand on était jeune. On s'était parti d'une petite compagnie de lavage de voitures à 16 ans environ. Puis au bout d'1 an ou 2 de lavage de voiture, on venait à peine d'avoir notre permis de conduire, donc à 17 ans. Luc nous a contactés de bouche à oreille, on avait quelques clients, puis un de ses amis a vraiment été content de ce qu'on faisait. Luc nous a contactés, il dit « J'aurais 3 autos à laver demain matin, je ne serai pas chez nous, je laisse les clés dedans, venez les chercher quand vous pouvez. » Fait que ce qu'on a fait, on est allé à 2, on a fait une voiture à la fois, on l'a ramené une fois qu'il était propre. Depuis ce temps-là, on est resté en contact avec lui, puis on travaille maintenant de temps plein à s'occuper des voitures maintenant. Mais Quentin et toi, vous êtes développé une expertise parce que tu n'appelles pas chez General Motors là, quand tu as besoin de faire l'entretien de ces autos-là. Pour les trouver aussi, c'est une tâche colossale. Oui, exact. Bien, c'est pas évident, mais on s'est fait un bon réseau de contacts. On s'est fait des amis aussi, des amis courtiers qui nous aident beaucoup à trouver certaines voitures, mais on fait énormément de recherches aussi par nous-mêmes, par Internet ou des contacts qui nous ont déjà vendu une voiture dans le passé. On leur fait la liste de voitures qu'on recherche. Puis là, ils nous envoient ce qu'ils trouvent. Mais souvent, eux autres, ils font affaire à leurs contacts. C'est des voitures qui ne sont jamais à vendre publiquement. Puis c'est là qu'on est capable d'avoir des autos assez uniques qui ne sont pas passées dans les mains de 20 personnes. C'est souvent des voitures avec 1 ou 2 propriétaires. Tout le temps des belles histoires. Puis on essaie d'avoir des autos extrêmement propres. Vous les achetez, vous vous occupez de les assurer, de les acheminer, de les immatriculer, de les revendre aussi. Exact. C'est ça. On fait tout dès le départ. Fait que Luc, au début, nous a fait une longue liste de voitures qu'il voulait avoir.
On a réussi maintenant à passer pas mal au travers tout ce qu'on voulait. Puis on a commencé, c'est ça, on commence avec nos recherches. Une fois qu'on trouve l'auto, idéalement, on va la voir en personne ou on envoie un contact, la voir en personne, s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, que l'auto n'est pas repeinturée à grandeur ou qu'il n'y ait pas de mauvaise, tout simplement pas de mauvaise surprise. Après ça, on rentre dans le processus de négociation. Une fois que le processus d'achat est pas mal fait, l'inspection, ça nous convient, tout ça, là, c'est l'importation, mais là, on n'avait jamais importé de voiture par nous-mêmes dans le passé. Ce qui est dur, c'est tout le processus de tous les papiers, c'est assez long, il y a des tonnes de papiers à remplir. Ouais. Selon chaque voiture, c'est tout le temps compliqué rentrer une voiture au Canada, surtout si elle vient de l'Europe ou de l'Asie. Mais on a des courtiers en douane aussi qui nous aident beaucoup là-dedans. Puis on s'est fait beaucoup de contacts dans le domaine du transport aussi. La majorité des voitures arrivent par bateau. C'est moins de 2 semaines arrivées d'Europe par bateau. Okay. C'est assez rapide quand même. OK. Ouais. Vous devez commencer à être connu chez Ferrari Québec aussi? Oui, là, on est connu un peu par tout le monde. Oui, ouais, tout le monde nous connaît. Ça a été quoi la plus grosse problématique? Régler un problème sur un des véhicules? Les gros problèmes, ça a souvent été la F40, la F50, parce que c'est des voitures qui demandent des tonnes et des tonnes d'entretien annuellement, mais aussi aux 10 ans. Même si ça ne roule pas? Même si ça ne roule pas. Que ça roule ou que ça ne roule pas, tu as un entretien minimal à faire annuellement. Donc, le changement d'huile à frein aux 2 ans, si je ne me trompe pas. Et aux 10 ans, les réservoirs d'essence, vu que c'est des modèles européens, leurs réservoirs d'essence sont en caoutchouc, comparativement aux modèles nord-américains qui sont en métal. Un réservoir remplacé. Des réservoirs, c'est ça. Le caoutchouc se désagrège, il y a de la mousse à l'intérieur qui se désagrège, bouche la pompe à essence, puis souvent, les voitures qu'on voit prendre feu, les F40 et les F50, c'est parce que les réservoirs d'essence n'ont pas été remplacés. Mais ça, c'est des... Tu dis ça comme si c'était commun. Comme oui, commun, les F40 qui brûlent. Comme les Tesla, là. Exactement. Même affaire. Ouais. Il y a beaucoup de F40 qui ont brûlé, justement, en Europe, à cause de ça. Bon, tu es un enthousiaste de voitures aussi. Tu as une petite BMW ici, un peu exclusive. Tu t'amuses toi-même à acheter et à revendre des voitures pour ton bon plaisir. Oui, exact. À beaucoup plus petite échelle, des plus petites voitures, mais même principe. J'ai toujours aimé ça. Puis ce que j'aime, c'est travailler dans les autos. Parce que je suis ingénieur mécanique à la base. J'ai étudié là-dedans parce que c'était ce qui se rapprochait de plus ce que j'aimais faire. J'ai tout le temps été manuel, travaillé de mes mains. Donc, jouer dans les moteurs, j'ai tout le temps tout modifié mes trucs et tout ça. Fait que là, pouvoir travailler enfin là-dessus, au début, j'étais super stressé. Juste d'enlever une roue sur une Ferrari, j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie, mais tu te rends compte que c'est une voiture comme les autres. Là. Et est-ce que c'est un objectif pour toi, un jour, de peut-être posséder une bagnole comme ça ou pas tant? Quand j'étais jeune, je t'aurais dit oui, j'aurais adoré avoir une Ferrari. Mais considérant la complexité que ça implique puis tout ça. Bien, c'est ça. Tout ce qui entretient, je trouve, sérieusement, ça n'a pas de bon sens. Si tu fais rien, absolument rien par toi-même, tu peux payer ta voiture 2 fois seulement en entretien en dedans de 10 ans. Là. Sérieusement, c'est aussi simple que ça. Fait qu'une Ferrari 308 que tu vas payer en bas de 100 000, si tu considères l'entretien où tu dois enlever le moteur pour changer les courroies aux 4 à 5 ans environ, les timing belts, ça peut facilement atteindre la valeur de l'auto en quelques années. Si c'était de moi, je le ferais tout moi-même, mais ici, une collection comme ça, on a absolument besoin du carnet d'historique d'auto, avoir les factures et tout ça. Oui, parce que c'est une valeur ajoutée à l'auto. Exact. C'est ça. Fait qu'à la revente, c'est beaucoup plus simple à revendre si on a un historique comme ça. Bref, Quentin et toi avez beaucoup de plaisir ici. C'est tout le temps des défis. Il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Mais il n'y a pas de poste d'ouvert en ce moment. Malheureusement, on n'engage pas pour l'instant. Merci. Bien, merci. Moi, c'est une voiture qui a toujours été une curiosité pour moi, la 365 GTB4 Daytona. T'aimes pas tant que ça, tu me disais? Non, c'est probablement la voiture chez Ferrari que j'ai moins ici, que j'aime le moins. Mais c'est un classique, hein? Ça la prend dans la collection. Mais j'aime moins les lumières. Tout les phares escamotables. Oui, ça, j'aime pas ça du tout. C'est très plat, c'est très élancé. Puis le jaune des phares de côté qui est très prédominant, ça, j'aime moins. Mais ça l'apprend, c'est une pièce du puzzle. Là. Ça fait partie. Donc, c'est ça. Ici, j'ai de 1965 jusqu'à aujourd'hui, j'ai une voiture de chaque série qui existe, autant les V12 que les V8. Là. Et toi, c'est important non seulement d'aller compléter des,
je ne veux pas dire des sections, mais des espaces de collection pour que ce soit le plus complet possible, mais d'avoir une variété dans les versions, dans les couleurs. Tu me disais à un moment donné, vouloir te défaire de certaines voitures parce qu'elles étaient toutes rouges pour aller chercher des teintes qui sont plus exclusives. Il y a de moins en moins de rouge, à part les hypercars que je garde rouge, c'est sûr que je vais toujours garder rouge. Ouais. Mais il y a de moins en moins de rouge, puis j'essaie, quand c'est rouge, de varier les rouges. On va le voir un peu plus loin, là. Il y a des rouges qui sont différents. Mais dans les vieux modèles, j'ai moins de... comment je pourrais dire, de choix. Bien, c'est sûr. C'est pas comme si tu commandais une voiture neuve. Ben non, c'est ça, exact. Puis tu sais, dans ces modèles-là, il y a des bruns, il y a des beiges, il y a des trucs, mais je les trouve pas belles. Fait que tu sais, j'ai été avec du rouge, mais mes nouvelles voitures sont plus rouges. Comme là, la 812, elle est bleue. J'ai une SP3 qui s'en vient, Daytona, qui est orange. OK. Je vais avoir du vert. Éventuellement, je vais tomber dans le vert pour faire un peu différent, parce que j'en ai pas. J'ai une SP2 blanche qui fait faire des drapeaux italiens. Oui, bien, je veux faire un peu différent, effectivement. Ouais. Ça aussi, c'est une acquisition récente. Puis c'est une voiture qui a pris énormément de valeur dans la dernière décennie. À une certaine époque, c'était pas la folie, là. Non, mais elle n'était pas aimée. C'est une voiture qui n'était pas aimée. Ouais. Puis je l'ai pris noir, c'est pas pour rien. C'est qu'elle n'est pas très jolie dans des couleurs pâles, cette voiture-là. Tu sais, dans le blanc, par exemple, c'est pas très joli, contrairement à une Testarossa à côté. Donc, je l'ai pris noir. Puis c'est pas si pire en noir. Puis effectivement, ça a pris de la valeur parce qu'il y a de plus en plus de collectionneurs qui ont démarré un peu comme moi. Puis ça l'apprend dans la collection. On n'a pas le choix, là, ça fait partie de l'histoire. Donc, moi, je suis content. J'ai cherché longtemps. J'en avais une autre couleur avant, une rouge. Puis, j'ai changé pour la noire, puis je suis très, très, très content. Noir, le mariage intérieur rouge, ouais, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Puis, habituellement, l'intérieur rouge est plus pâle que ça. Si on regarde les là, on est plus dans le marron. Oui, c'est ça. Fait que ça fait magnifique, les deux mix, là. Luc, on arrive évidemment dans un territoire de voitures avec lequel j'ai grandi. Parce que si on écoutait Miami Vice, on voyait une voiture comme celle-là. La Testarossa, c'était sur les posters de nos chambres quand on était jeunes. On a à peu près le même âge, donc ça devait être un peu la même chose pour toi. Tu as 5 variations de Testarossa. Bon, il y a eu l'évolution de la 512 TR, de la F512M, mais pourquoi tu as 5 unités de ces voitures-là? Bon, premièrement, j'avais une rouge que j'ai voulu remplacer par une blanche. J'en cherchais une blanche à cause de Miami Vice. Spécifiquement pour ça? Oui, je la cherchais pendant des années. Je l'ai trouvée, fait que j'ai acheté une blanche. Fait que j'ai des rouges qu'il faut que je vende. Ensuite de ça, à côté, c'est une 512M. Donc, c'est une 512 TR. Ouais. Puis, c'est l'évolution de la Testarossa. Donc, Testarossa, c'est le premier modèle. Ouais. Après ça, ils ont sorti la TR. Ça aussi, j'avais une rouge. J'ai voulu avoir une jaune pour faire différent des rouges. Puis, surtout que j'avais trouvé une 512M qui est juste à côté, qui est rouge. J'ai eu 3 modèles de 512M. J'ai eu une 512M première génération qui était rouge, mais qui était un petit peu maganée, qui était moins jolie. J'ai trouvé une 512M qui est en arrière là-bas, qui était jaune. Puis là, je me suis dit, ouais, là, j'ai trop de jaune. Fait que là, j'ai trouvé celle-là. En fait, c'est mes 2 jeunes qui ont trouvé, là, c'est pas moi. Les 2 qui travaillent pour moi ont trouvé celle-là avec des bancs très, très, très particuliers. Parce que cette voiture-là, si je ne m'abuse, vient du Japon. Oui, je pense que oui. C'est une voiture qui a des options exclusives. Oui, dont les bancs. Les bancs sont exclusifs. C'est des bancs. J'ai effectivement jamais vu ça. Là. Comme la F40, là, je crois. Wow. Ouais. Et là, est-ce que c'est une transition? Est-ce que certaines de ces voitures-là vont devenir à vendre ou est-ce que tu les considères comme des investissements? Ceux en arrière sont à vendre. La F12, la F512M rouge et la F512 jaune. On s'en parlera après, là. Oui, vont être à vendre. C'est ça. Exactement. Et c'est des voitures qui ne valaient pas si cher il n'y a pas longtemps. Les Testarossa... 4-5 ans, là, c'était... Ça valait 100 000, une Testarossa. C'était abordable, oui. Aujourd'hui, c'est peut-être 2,20, 2,30, mais la blanche comme ça, c'est plus cher. Parce qu'il y en a moins. Oui, exact. Et là, quand on est rendu dans un territoire de F512M, parce que ça, il n'y en a pas eu énormément non plus. Oui, ça vaut cher, là. Peut-être 600, 700 000, peut-être un peu plus même, là, avec les bancs comme ça. Oui, ça vaut cher. Même celle-ci qui
La 512 TR, c'est vraiment plus le fun à conduire qu'une Testarossa parce que c'est l'évolution. Ben oui. Elle est plus belle, elle est plus sportive, les mags sont plus beaux, la carrosserie, il y a des petits ajustements qui font qu'elle est plus jolie, puis plus de force, puis plus plaisante à conduire qu'une Testarossa régulière. Mais non pas moins capricieuse. Ils sont tous capricieuses, à part les 15-20 dernières années. Ouais. Moi, je trouvais que parmi ces trois versions-là, la 512 TR, en termes de design, c'était la plus équilibrée. Ça, ici, ça fait très 90. On a éliminé les phares escamotables. Exact. Les jantes, ça... C'est pas beau, les jantes. Non, mais... je ne suis pas un fan de ça, mais effectivement, que la 512 TR, c'est la plus belle du lot. Mais en même temps, quand ils ont sorti ça en 86, une Testarossa, c'était la fin du monde, là. C'était dans le monde de l'exotique, c'était vraiment 100%. Une voiture fantastique. La 550 Maranello, tu sais que c'est toujours une voiture que j'ai adorée. Ça va bien, hein, conduire, ça, c'est meilleur. Bien, c'est ça. C'est parfait. C'est essentiellement une voiture que Enzo n'aurait probablement pas aimé parce que tu vois tout le côté massif d'un design qui est certainement moins épuré que les précédentes Ferrari. Mais en même temps, c'est une voiture qui se conduit... C'est un grand touriste. C'est ça. Pour l'autoroute, l'autobahn, ça va super bien. Et là, tu as trois variations ici. Les trois variations, puis c'est assez spécial de voir ces trois modèles-là, Barchetta, puis une Super America, qui est vraiment, vraiment rare. Bien, en fait, c'est les modèles exclusifs de la suite de la 550. Fait qu'on a la 550, après ça, on a la 550 Barchetta. Donc, c'est l'édition spéciale de cette voiture-là qu'ils font en fin de série, à édition très, très, très limitée. Puis, ensuite de ça, tu as l'évolution de celle-ci, qui est la 575 Super America, qui est l'évolution de la 550, mais de série spéciale. Donc, c'est les dernières unités de la série qui ont fait en édition également très limitée. Puis ça aussi, ça vaut très cher, là, comparativement à une 575 régulière. Ça peut valoir quoi, ça? Celle-ci... Surtout qu'en bleu comme ça, c'est pas commun. Magnifique. Mais quand je l'ai acheté, celle-là, je l'ai achetée aux États-Unis, je crois à Miami. Puis, on l'a acheté sur des photos, on ne l'avait pas vu. Puis, je voulais juste pas de rouge. OK? Puis, ils sont tous en rouge à peu près dans ces années-là. Tout le monde achetait du rouge. Puis, je l'ai acheté quand il est arrivé ici. On n'était pas sûr. Puis, quand on l'a vu, wow, c'est unanime. Là, le mix des couleurs. C'est pas une couleur que j'aurais commandée moi-même, là, pas du tout. Mais j'imagine qu'il faut la voir sur la voiture. Là. Exact. Puis, cette couleur-là va bien avec cette voiture-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle irait bien avec un modèle plus récent. Là. Mais ça fonctionne bien. Là, pour la particularité de cette voiture-là, c'est son toit. Là. Oui, explique-nous comment le mécanisme fonctionne. Bien, si vous venez ici, c'est spécial. C'est pas mal. Je pense que je n'ai pas vu d'autres voitures comme ça. Moi non plus. C'est le toit qui flippe. Là. Donc, il fait juste... Il y a un mécanisme là, qui tourne, fait qu'il fait juste tourner comme ça. Puis, pour se refermer. Oui, exactement. Puis lorsqu'il est déployé, tu vois quand même à travers la lunette en arrière, dans la mesure où tu peux voir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais c'est essentiellement la même visibilité quand le toit est dessus que quand le toit est abaissé. Là. 100%. Et tout en fibre de carbone. Oui, puis je pense que j'ai jamais vu ça sur un autre modèle. Mais c'est logique, hein? Mais en même temps, s'ils n'ont pas continué à le faire, il doit y avoir une raison. Bien, il y a de l'exclusivité, mais en même temps, il y a peut-être un côté fragile au niveau du mécanisme là, que tu ne veux pas aller... C'est sûrement une raison. On ne réparera pas ça au dépanneur du coin, c'est certain. Là, on arrive dans les machines plus récentes, plus modernes, extrêmement performantes. Exact. Évidemment qu'une 599 GTO, c'est un incontournable pour une collection. Tu m'as déjà dit que c'est une des voitures que tu avais, que tu aimais le mieux conduire. 100%. Puis on voit que le rouge est rouge, mais c'est une différente sorte de rouge. Oui, il est un peu orangé. Il est très, très et métallisé. Métallisé. Ouais, c'est ça. Donc, celle-là, on l'a acheté rouge à cause que la couleur est particulière. Ouais. Puis, ça, c'est un vrai grand tourisme avec énormément de puissance. La puissance, c'est un gros V12 qui finit plus. Et on en donne, puis il y en a sans arrêt. Toujours. Puis, j'adore conduire les gros V12 comme ça. À partir de cette année-là, c'est un charme conduire. Beaucoup de puissance. Il faut faire attention parce que le train arrière est assez danseur. Exact. Il faut faire attention.
Fait que j'ai adoré conduire celle-ci. Encore plus l'évolution d'après, qui est la F12 TDF. Ça aussi, c'est un coup de cœur ici là, pour moi. Mais puis, la combinaison de couleurs est juste oui, sensationnelle. exactement. C'est vraiment un coup de cœur au niveau du look. On n'était pas sûr. C'est massif, c'est incroyable. C'est vraiment gros. Le moteur, le gros V12 de Ferrari est très gros. Puis, effectivement, c'est très, très, très massif. Ça, on frise le million. Non, c'est pas loin de 2. C'est pas loin de 2, là. Oui, on parle de 1,8. Mais à l'état neuf, là. Ah oui, à l'état... Ben, tu veux dire, quand on l'a acheté neuf, c'était 600 000 neuf. OK, mais là, aujourd'hui, ça valeur... vaut 2 millions à peu près. 1,850, 1,9. Ouais. Quand on dit que c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent, c'est un bel exemple. C'est un placement pas pire. Oui. Mais Ferrari, c'est comme ça. C'est pas vrai. Tu sais, les gens me demandent pourquoi tu n'as pas de Bugatti. Bien, c'est parce que tu achètes une Bugatti, mettons, à 5 millions, puis 10 ans après, elle vaut 2 millions. Ouais. Tu sais, une Ferrari, tu achètes 2 millions, elle vaut 5 millions 10 ans après. C'est l'inverse. Il n'y a pas de Rolls-Royce ici, hein? Non. J'adore, j'ai adoré, j'ai eu plusieurs Rolls-Royce, mais j'ai adoré Cullinan. J'ai une fille de 12 ans, puis son auto préféré, c'est le Cullinan. Mais non, j'en ai pas, mais je vais en... Aussitôt qu'un nouveau Cullinan sort, un nouveau modèle qui remplace, je vais m'en acheter une. Mais tu l'achètes parce que tu vas l'utiliser quotidiennement, pas parce que c'est un objet de valeur. Non, non, non. On ne collectionne pas des Rolls-Royce parce qu'ils ne prennent pas de valeur. C'est rare, ça. Saputo collectionne les Rolls-Royce, mais les vieilles Rolls-Royce, la famille Demers également. C'est des vieux qui vont prendre de la valeur, qui continuent à prendre de la valeur. Mais les nouvelles, ça ne prend pas de valeur, ils en font. En fait, pour qu'un auto prenne de la valeur, c'est l'offre et la demande et c'est la quantité. Fait que, et l'exclusivité. Exact. Parce que cette voiture-là, dans une autre configuration, pourrait valoir moins cher. Oui, en fait, la plupart sont rouges. Les rouges valent un peu moins cher. D'ailleurs, j'en avais une rouge. Quand tu es venu, elle était rouge. J'en avais une. Je ne l'avais pas vue, elle était parmi tant d'autres. OK. Bon, dans un an et demi, j'en avais une rouge. Ouais. Fait que celle-là, je voulais plus de rouge. Fait que je voulais une bleue. En fait, je voulais une autre couleur que rouge. Puis quand j'ai vu celle-ci, je l'ai travaillée fort, puis on a réussi à l'acheter. Et celle-là, tu l'as conduite à l'occasion? À date, juste une fois. Une fois? Oui, mais je peux pas... En fait, j'ai des modèles... Tu sais, c'est un peu comme le linge, là. Tu peux avoir 50 T-shirts, puis tu mets les 3-4 tout le temps les mêmes. C'est un peu la même chose. C'est pas parce que je l'aime pas, je l'adore, cette auto-là. C'est une de mes préférées dans ma collection. C'est probablement dans les top 3. Sauf que, qu'est-ce que j'aime le plus conduire, c'est les petites Ferrari comme la 296, comme la Roma. C'est plus maniable. Quand je vais au centre-ville, c'est facile. Ça, c'est une bête d'autoroute. Pour aller ça, jouer en ville, dans les poules, vers les aller au chalet, c'est cool, mais aller en ville, c'est moins cool. C'est ça. Ouais. Bon, tu me parles de la 296. Tu avais été assez généreux l'an dernier pour me faire conduire cette voiture-là avec laquelle j'étais tombé en panne. J'espère qu'elle est réparée depuis. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Celle-là, tu l'as conduite à l'occasion. Oui. Et là, tu es rendu au point où tu risques de t'en défaire pour la remplacer par une décapotable. En fait, elle est à vendre présentement, pour ceux qui sont intéressés, parce que j'ai deux décapotables qui sont arrivés. Donc GTS au lieu de GTB? Oui, exactement. OK. Ils sont arrivés, c'est une rouge puis une charcoal, l'intérieur orange, comme ma F8 de l'année passée. Donc, oui, elle va partir là, incessamment. Là. C'est une des prochaines que je vais vendre. C'est très exclusif, c'est très champ gauche au niveau du design par rapport à ce que Ferrari nous a offert dans les dernières années. Tu l'as conduit beaucoup. Qu'est-ce que tu apprécies puis que tu apprécies moins de la 296? C'est pas compliqué. C'est un modèle qui est très, très mal aimé à cause du V6, à cause du hybride, à cause du look aussi qui est moins sportif qu'une F8, par exemple, ou une 488. Oui, OK. Mais, moi, j'aime beaucoup, là, en termes de design. Mais elle ne plaît pas à tout le monde. Ouais. Okay? La plupart des gens ne l'aiment pas. Moi, dans mes amis, je leur dis achetez-vous ça, puis ils n'en veulent pas. Ils préfèrent acheter les vieux modèles. Mais c'est 1000 fois mieux qu'une F8, qu'une 488, qu'une 458. C'est tellement, tellement le fun à conduire, cette auto-là. C'est facile. Puis elle a du son. Hein. Les gens avaient peur qu'il n'y ait pas de son. Elle a du son. Quand elle marche, là? Oui. Oui. Puis sur un circuit, c'est beaucoup plus vite que les autres V8 auparavant. Oui. Puis enfin, parce qu'il faut le dire, enfin, il y a une technologie moderne. Donc, tu as l'affichage tête haute, tu as les sièges climatisés. Tu sais, tu as des trucs que tu n'as pas dans les autres Ferrari. Un peu plus convivial. Oui, puis tu as un vrai Apple CarPlay, tu sais, que tu n'as pas sur une F8. Bien, tu as un Apple CarPlay, mais si tu décides de faire disparaître l'instrumentation, ce qui est un peu weird. Oui.
Bien, il y a beaucoup de choses chez Ferrari, c'est weird. Obstine-toi pas. Ils vont te dire que c'est une bonne idée, mais des fois, peut-être que tu peux sais pas si tu as remarqué toutes les bip, bip, bip dans une Ferrari. Quand même. C'est capoté. Ça sonne tout bord, tout côté. Ça sonne toujours. Oui. Là, on va parler d'une voiture non seulement sensationnelle, mais que tu ne peux pas conduire chez nous parce qu'elle n'est pas légale pour la route au Canada. C'est cette Monza SP2. Tu l'as achetée pour une raison bien spécifique. Bien, en fait, je ne l'avais pas acheté au départ. Il faut comprendre que quand on me l'a offert, ça ne m'intéressait pas parce qu'elle n'était pas légale sur la route. Moi, ma collection, c'est des véhicules qui sont légaux sur la route. Donc, ça ne fitait pas avec ma collection. Puis c'est quand même quelques millions. Fait que j'avais passé mon tour. Par contre, ils ont sorti... Ça, c'est une SP2. SP1 et SP2, c'est la même affaire. La différence, c'est une place ou deux. Un siège ou deux sièges. Là, ils ont sorti la SP3, la Daytona, que je voulais. Puis là, ils m'ont dit, non, tu n'as pas de SP1 ou SP2, fait qu'on ne peut pas te l'offrir. Ils t'ont vraiment dit ça. Ouais. Tu n'as pas d'SP1 ou SP2. Tu as tout ça, là, mais juste parce que tu n'as pas la SP2, tu ne pourras pas avoir la SP3. Exact. Fait que là, j'ai acheté une SP2 pour avoir la SP3 que j'ai eue, puis qui va être en production là, en septembre. Donc, il a fallu que j'achète ça. Aujourd'hui, je suis content parce que ça me la prend dans la collection pour avoir toutes les autos de 1970 à aujourd'hui. Sauf que, je trouvais ça dommage au départ quand ils m'ont dit ça, que j'ai été obligé de débourser plusieurs millions pour être sûr d'avoir la Daytona. Et tu me dis plusieurs millions, ça vaut combien, ça? Ça vaut à peu près 5,7 millions. Et là là! 5,5, oui. Et de commander une SP3 neuve, forcément que ça coûte moins cher? Oui, c'est moins cher. La personne qui me l'a vendu a fait beaucoup d'argent avec, bien évidemment. Mais la SP3, c'est un peu la même chose. C'est que elle me coûte 2,5 US, puis ça vaut présentement 6 millions US. Ça veut dire, tu la payes peut-être 3,7 canadiens, puis ça en vaut 10 canadiens, là, grosso modo, là, 9 canadiens. Des sous, là. Ouais. Et est-ce que c'est une voiture que tu achètes par pur investissement ou tu as l'intention de la conduire? Non, la SP3, je vais l'utiliser. C'est une auto que je vais adorer. Là. Ouais. Hey, quand même. Ça, j'ai hâte de voir ça, parce que ça, c'est très impressionnant. Mais évidemment que tu es limité avec l'utilisation que tu peux en faire. Tu peux l'amener sur circuit. 100 Mais c'est une œuvre d'art qu'on... C'est pas pour rien qu'elle est ici, là, est au bout de la série. C'est parce que c'est une de mes autos là, que je trouve la plus belle. Là. Avant qu'on continue de regarder tes voitures, je veux que tu me parles des... On ne peut pas appeler ça des toiles, parce que j'ai vu ce que Nicolas Ruel t'avait fait comme photographie pour tes 5 super voitures. C'est extraordinaire le travail qu'il a fait avec ça. Là. Oui, en fait, Nicolas Ruel, qui est un artiste international au niveau de la photographie, qui met ses photos sur pas du papier, mais un métal, métal brossé. Une plaque métallique, oui. Puis là, c'est de valeur parce qu'on n'a pas finalisé nos éclairages. C'est les éclairages qui vont faire ressortir la toile. Mais effectivement... Mais les voitures qu'on voit là, elles ont été photographiées ici, dans ton environnement. Oui, on a fait un studio de photos, ici un peu plus loin. Là. On a mis des draps blancs partout, même le plancher et tout. On les a photographiés, digitalisés, puis il a mis un fond. Là, certains fonds, c'est dur à voir, mais certains fonds, c'est, mettons, le Grand Prix de Miami, exemple. Bien, il m'expliquait qu'il faisait de la photo à très, très haute vitesse dans le cœur de Manhattan, par exemple. Il allait chercher des lumières de nuit pour aller habiller ça. Moi, j'ai vu les travaux de ça en cours. J'avais eu la chance d'aller voir son atelier alors qu'il les fabriquait. Et le travail colossal qu'il y a là-dessus. Je voulais le souligner parce que c'est très impressionnant. C'est pas juste une lithographie, là. C'est fait main. Il y a énormément de boulot là-dedans. Exactement. Luc, avant de poursuivre, un mot sur cette toile qui est vraiment magnifique, puis bon, évidemment, directement inspirée d'une photo iconique entre Enzo et Gilles Villeneuve. Oui, en fait, c'est l'artiste Didier que je connais, que j'avais demandé de me faire cette photo-là en toile. Puis il l'a repris, c'est lui qui a tout fait ça, puis ça fonctionne très, très bien avec la collection. Puis c'est une œuvre d'art que j'apprécie grandement. Qui est très, très, très bien placée. Et là, évidemment, on a la série 308, 328, 348.
Mais celle-ci est assez récente dans ta collection parce que je me souviens que l'an dernier, elle n'était pas grise. Non, elle était rouge comme plusieurs. J'essaie d'enlever du rouge pour mettre d'autres couleurs. Celle-là, c'est la couleur originale à l'époque. C'est très, très rare comme couleur originale à l'époque. Ça a été choisi comme ça. Puis je suis très content parce qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup de ces couleurs-là, mais à l'époque, c'était plus des couleurs pastel et autres. Donc, je suis très content de l'avoir déniché. Fait que ici, on a toute la série de V8 qui existe. Là. On les a tous. Une nouvelle addition dans ta collection. Et moi, j'ai jamais nécessairement été un grand fan de la 360 pour un paquet de raisons. Notamment parce que j'ai jamais trouvé que c'était une voiture qui, sur le plan de la conduite, était à ce point exceptionnelle. Là. Mais cette voiture-ci, elle a une sacrée belle gueule. Ah, le bleu, ça aussi, on avait une rouge, puis on cherchait depuis des années à acquérir une autre couleur. Puis on envoyait des fois des noirs, mais la plupart sont rouges. Puis on a trouvé celle-ci qu'on a achetée, je crois, à Winnipeg ou Vancouver. Puis quand on l'a vu, on l'a tout de suite acheté, puis on est très, très, très content de cette couleur-là. Le mix des couleurs est incroyable. Le fait que ce soit une pièce de collection, c'est que c'est une Stradale, là. Oui. Parce qu'une 360 régulière, ça n'a pas encore énormément monté en valeur. On est peut-être d'ailleurs dans le creux de vague. Bien, qu'est-ce qu'il y a avec Ferrari, c'est que généralement, les Ferrari arrivent autour de 100 000, puis ils descendent plus en bas de 100 000. Une 328, c'est à peu près ça, puis ça fait 30 ans que c'est à peu près le même prix. C'est un peu la même chose. Il y a juste la mondiale qui vaut comme 40 000, là, mais personne ne veut. Mais personne ne veut. C'est ça. Mais celle-ci, c'est une Stradale, donc c'est la dernière année du modèle de la 360, puis ça vaut beaucoup plus cher que 100 000, bien évidemment. Là. Ça vaut à peu près, je ne sais pas, 500 000, quelque chose. Ah, quand même, OK. Mais parce que c'est une Stradale. Oui, exact. Parce que c'est édition limitée. Okay. En fait, c'est toujours édition limitée, vaut plus cher. J'ai remarqué cette voiture-là tantôt, qui est une 458 Aperta. Elle est magnifique. Et les voitures blanches, évidemment, pour que ça punch, pour que ça se distingue, il faut aller les personnaliser. Alors, je ne sais pas qui a commandé cette voiture-là, mais ça a été fait avec très bon goût. Et il y a même des accessoires qui viennent avec l'auto. Oui, en fait, c'est une voiture qu'on a été chercher en Floride. Puis, au début, on n'était pas sûr parce qu'il y a du argent. Les mags sont gold, complètement gold. Gold avec du jaune, ça pourrait être bizarre. Il y a du bleu, l'intérieur est bleu. Mais l'ensemble de l'œuvre, moi, je ne l'aurais pas choisi comme ça, mais l'ensemble de l'œuvre, une fois fait, c'est magnifique. L'habitacle en suédine bleu foncé qui rappelle les bandes décoratives, moi, je trouve ça magnifique. Exact. Et il y a les sacs qui viennent avec. Oui, tout à fait. Ça, c'est un truc assez spécial. C'est très, très dispendieux. Là. Moi, je ne les achète pas habituellement parce que c'est comme 25 000 là, pour des sacs. Que tu ne serviras jamais. Oui. Fait que, tu ne vas pas en voyage avec ça? Là? Non? Non. Non. Mais je trouve que cette voiture-là illustre un truc. Ça illustre à quel point tu peux entrer chez Ferrari. Et tu sais, quand tu entres dans un concessionnaire Ferrari, tu es plus habitué que moi de le faire, là, mais quand tu entres chez Ferrari, tu as toujours ce panneau avec le choix des cuirs, des suédines, des boiseries, de la fibre de carbone. À quel point tu peux personnaliser une voiture. Puis celle-là, évidemment que ça doit être une pièce unique au monde. Là. Ah oui, 100 %. Il n'y a pas deux voitures comme ça sur la planète, c'est certain. Non, exactement. Surtout dans ces années-là, les gens configuraient moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la mode du personnalisation. On achète des souliers Nike, on peut tous les personnaliser, par exemple. Fait que c'est très, très courant aujourd'hui, mais à l'époque, ça, c'est en 2015. 2009, 2015. Donc, 2015, puis les gens, il n'y avait pas tant de personnalisation. Aujourd'hui, tout le monde personnalise. Les acheteurs de Ferrari. Une des options les plus populaires chez Porsche, c'est le Paint to Sample aujourd'hui. Puis ça coûte une fortune, mais les gens veulent payer le montant pour l'exclusivité. Exactement. Celle-là, c'est une de mes préférées. Là. Ah, vraiment? À conduire ou au look? Toutes. OK. C'est une de celles que tu prends durant l'été? Que je prenais, parce que là, à cause de la 296, avant la 296, c'est celle-là que je prenais. OK. Oui, c'est celle-là que je prenais. OK. C'était ma préférée, oui. Nouvelle acquisition, ça aussi? Oui, on avait une autre couleur. Elle n'était pas décapotable. J'aime ça qu'ils hésitent et qu'ils essayent de se souvenir. Oui. Moi, je sais qu'elle n'était pas là la dernière fois. Lui, il n'est pas certain. Bon. Oui, elle n'était pas décapotable, mais c'était une F8 que j'avais. Elle était charcoal, l'intérieur orange. Oui.
Puis là, j'ai changé pour, en fait, c'est une espèce de gris furtif, là. Ouais. Je ne connais pas le nom du code de couleur. Usagé, celle-là est venue comme ça. Puis on l'a pris... Mais c'est très allemand comme combinaison de couleurs, je trouve. Tout à fait. C'est comme les Audi RS6, ces choses-là. Avec les jantes argentées, non pas noires. Là. Exact. Fait que ça, je l'ai changé pour avoir, parce que c'est le fun d'avoir les décapotables. Comme la Stradale, elle n'existe pas en décapotable, sinon je l'aurais acheté en décapotable. Fait que j'essaie d'avoir toutes les autos en décapotable parce que c'est facile à avoir dans la collection. Tu sais, tu vois l'intérieur, c'est plus simple. Puis sérieusement, la F8, c'est un beau modèle à posséder, à conduire. Ça va bien. Il n'y a pas de problème avec cette auto-là, contrairement aux vieilles Ferrari. Comme les 360, c'était pas... Non, bien c'est ça. C'est des voitures très, très, très capricieuses. Et finalement, bon, on arrive dans la lignée de tes supercars. Ouais. Bon, SF90. Cette voiture-là aussi, c'est un sacré placement. Là. Bien... Pas tout à fait. Non? Parce qu'elle va... Là, ils ont pris de la valeur, mais je m'attends... Ça plafonne, là. Oui, puis je m'attends que ça redescend. Pourquoi? Y en ont-tu fait à ce point-là? Bien, c'est un modèle qui n'est pas tellement aimé. Un qui est hybride. Fait que les gens c'est la première hybride. Oui, exact. Fait que les gens aiment un peu moins. Ils préfèrent le bon vieux V12. Oui. Puis... bon, moi, je l'adore, cette auto-là. C'est une grosse voiture. C'est comme une 296, mais plus long, plus large, plus puissante. Là, plus d'empattement. Oui, exactement. Donc forcément très confortable. J'adore cette voiture-là. Okay? J'adore. Ils vont sortir en fait, j'ai en commande une SF90XX. Oui. Donc, qui est le modèle exclusif de ce modèle-là. Plus sportif. Exact. Fait que celle-ci va être remplacée par la XX là, dans un an et demi, quand je vais la recevoir. Elle va être orange. Elle va être orange. Elle va être orange. Fait qu'elle ne sera pas rouge comme celle-là, elle va être orange. Fait que j'ai 2 oranges qui s'en viennent. 2 différents types d'oranges différents. En fait, c'est l'orange Dino, les vieilles Dino. OK. Bon, je ne veux pas qu'on s'attarde encore une fois aux 5 supercars parce qu'on en a déjà parlé. Bien, 6 supercars maintenant. Ouais. Mais histoire de ne pas briser mon rêve d'enfance, moi, je n'ai jamais conduit de 288 GTO, de F40. On dit que c'est pas si impressionnant que ça. Ben non, parce que c'était rapide à l'époque, mais c'est pas rapide pour aujourd'hui. Une petite Golf est plus rapide que ça. Là. Donc... mais quand même, l'expérience de conduite, ça doit être fascinant. La 288 se conduit comme une 328, 348. Il n'y a pas tant de différence que ça. Une F40, écoute, là, tu te sens comme une voiture de course qui... c'est pas fait pour la route. Là, OK. C'est pas fait, tu vois rien, c'est difficile à manœuvrer. Oui, c'est pas fait pour... Ça prend un certain doigté, j'imagine. Bien, quand tu la pousses, à la limite, le derrière il n'est pas stable. Il n'y a pas d'antipatinage là-dedans, ni rien de ça. Puis c'est confortable comme un trailer, j'imagine. C'est horrible, horrible. Donc, celle-ci, c'était la première, puis elle se conduit très, très bien, comme une auto normale. Mais à partir de ça, c'est radical. Oui. À partir de la F40. Puis c'est l'évolution de l'autre, là. Oui, mais tu vois que c'est pas pareil. Ça, ils ont pris un modèle régulier qu'ils ont modifié. Ouais. Tandis que ça, ils ont parti à zéro puis ils ont fait un char de course avec. OK. Puis tu as la F50 qui est arrivée après celle-ci. Ils en ont fait plusieurs, la F40, parce que l'économie allait super bien à l'époque quand ils ont construit ça. L'économie a tombé quand ils ont construit ça, ils n'en ont presque pas vendu. Fait que ça, c'est très rare. C'est très représentatif de son époque. Mais en même temps, tu sais, tantôt, tu me parlais de ta Daytona du début des années 70, dont le design ne te revient pas tout à fait. Ça... il y en a qui aiment, puis il y en a qui aiment pas. Oui, mais moi, ça ne fait pas partie de ma palette, là. Parce que tu vois, le devant, il est tout petit par rapport à l'arrière. Oui. Fait que faut que t'aimes pas. L'aileron, moi, j'aime pas les gros ailerons. Je préfère les voitures plus modernes comme la Enzo qui n'a pas d'aileron. Mais... que veux-tu, c'était à l'époque, c'était ça. Et est-ce que rouge est plus commun que jaune dans ce modèle-là? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a que vu des jaunes en reportage presse ou... Bien, elle flash plus, la jaune, là, mais la rouge est plus commune. En fait, la rouge est plus commune, OK. Chez Ferrari, à partir de peut-être 25-30 ans, c'est le rouge qui prédomine. C'est le rouge qui prédomine. Ouais. On passe en avant de ça, puis on réalise peut-être pas à quel point c'est impressionnant de voir ces voitures-là toutes réunies sous un même toit. C'est quand même
un sacré exploit de réussir à mettre la main sur tout ça. Mais la pièce qui est ici, que tu as placée sur son plateau, c'est une voiture qui a énormément d'histoire. La 250 GTO 62 Short Wheelbase, c'est la Ferrari qui vaut le plus cher au monde, autour de 80-90 millions. Exact. Et cette voiture-là, c'en est une et pas vraiment. Oui, tout à fait. En fait, bon, il faut comprendre, là, puis les gens ne savent pas, là, mais à l'époque, les compagnies comme GM, Chrysler faisaient la motorisation ainsi que le châssis. Ouais. Mais la carrosserie était faite, à part Ford, c'était une chaîne de montage, c'était tout pareil, mais elle était faite par une autre compagnie. Puis Ferrari, puis les marques italiennes, c'était la même chose. Fait que Ferrari faisait le moteur, la structure, la mécanique de la voiture. Puis c'était envoyé à un carrossier. En sous-traitance. Exact. Okay. Puis le carrossier mettait la carrosserie, donc le capot, puis ça devenait la voiture. À l'époque, cette auto-là, elle a sorti comme une 250 GT Lusso. Okay. Donc, c'est une vraie Ferrari, c'est le vrai moteur. Là. Je pourrais vous montrer le... On peut le montrer, le moteur, parce que c'est une œuvre d'art, le moteur, en tant que tel. Puis, donc, c'est un vrai moteur, comme la 250 GTO, c'est la même chose. OK. L'intérieur, tout est pareil qu'une 250 GTO, mais elle a sorti de l'usine comme une Lusso, GT Lusso. OK. Puis, peu de temps après, par le même carrossier qui fait les 250 GTO, ils ont changé la carrosserie. Fait que ils ont changé la carrosserie. OK. Ouais, pour mettre une carrosserie de 250 GTO qui est plus jolie. Oui. Fait que, grosso modo, c'est pas une vraie, mais c'est une vraie quand même. Donc, sur mes enregistrements, c'est 250 GTO. Parce que... Incroyable. Parce que, ouais. Fait que ça vaut pas 80 millions, mais ça vaut pas non plus 2 millions. Ça vaut une couple de millions, mais... Est-ce que ça vaudrait plus cher si c'était une authentique Lusso? Non. Non? Non. OK. Non. Parce que cette voiture-là doit être unique au monde dans sa configuration. 100 oui. Fait que c'est une base de 250 GT Lusso, recarrossée en 250 GTO, mais avec une totalité de pièces d'origine Ferrari. Ah oui, c'est tout Ferrari. Il y a rien. Et comment tu as trouvé ça? Parce que les collectionneurs doivent se battre pour mettre la main sur un truc comme ça. 100 C'est que quand on a été acheté à Amsterdam, la 275, la jaune qu'on a vue au début, bien, on a vu dans le fond du garage cette auto-là. Puis William, qui était là-bas pour vérifier l'état de la 275, a demandé si c'était à vendre. Puis le monsieur a dit, bien, possiblement. Fait qu'on a négocié, on s'est entendu sur un prix. Puis... on a amené les deux au lieu de faire le transport pour juste une voiture, on a fait le transport pour les deux. Et c'est quoi l'histoire de cette auto-là? Elle a passé sa vie en Europe? Oui, 100 OK. Oui, 100 est en Europe. Puis, si vous voyez, là, c'est pareil comme 250. Là, en fait, c'est une Ferrari. Là. C'est pas une... J'en ai une réplique là-bas. Oui, qui est une Datsun. Oui, c'est pas pareil. Là. Non. Ça, c'est une vraie Ferrari. Mais elle n'est pas dans les 36 GTO qu'ils ont fait, mais elle vaut quand même plusieurs millions. Là. Est-ce que c'est ton objectif ultime de mettre la main sur une vraie 250 GTO? Non. Non, pas du tout. Dans les vieilles autos, il me reste 2 autos à acquérir que c'est pas grave si je les ai pas. Là. C'est une... comme dans le film de Ferris Bueller, là, la Daytona Spider. California. 250 Daytona. Oui, California, c'est ça. California Spider, ainsi qu'une short wheelbase, 250 short wheelbase, que moi, je trouve que c'est ma préférée de toutes les vieilles. Mais sinon, j'ai complété pas mal les plus vieilles, puis je vais me concentrer sur les nouveaux modèles qui vont sortir. Puis ça, pour moi, c'est une vraie 250 GTO, même si ça n'est pas vraiment une. Mais j'ai pas besoin d'avoir la vraie à 80 millions. Je veux juste te rassurer, personne n'a besoin de ça. C'est juste pour relativiser. Là. Ouais, c'est ça. Forcément qu'avec l'ensemble de ta collection, tu as un lien privilégié, oui, avec le concessionnaire de Ferrari Québec, mais particulièrement avec le constructeur lui-même qui doit te connaître. Là. Oui, absolument, avec toutes ces années. Comment ça fonctionne, une relation avec un constructeur? Parce que même si
même si tu as toutes les voitures du monde, mais ta relation avec un constructeur plus généraliste comme General Motors ou Mercedes-Benz, elle ne peut pas avoir une certaine proximité comme ce que tu peux avoir avec Ferrari qui fabrique beaucoup moins de voitures. 12 000 voitures. C'est ça, là, je m'allais dire. On vient de dépasser le cap des 10 000 unités tout récemment par année. Alors, c'est très particulier d'avoir une relation avec un constructeur comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? En fait, qu'est-ce que ça apporte? C'est que quand ils sortent un nouveau modèle, je suis invité à l'acheter. Comme par exemple, ici, on a les supercars à l'arrière. Oui, mais excuse-moi de te couper, mais tu me dis ça. Tu sais, moi, quand Ram sort un nouveau modèle, ils m'envoient un courriel puis ils me disent « On t'invite à l'acheter ». Oui, ça, ils le font, tu comprends? Mais toi, c'est une autre genre de relation. Non, mais ils t'invitent. Quand ils t'invitent, c'est parce que tu es sur la short list. Tu es privilégié. Et que tu peux l'acheter parce que tout le monde veut le nouveau modèle. Exemple, là, ils viennent de... Écoute, ça tombe bien, là, ce matin, j'ai reçu par courrier express, comme quoi je suis invité le 10 octobre prochain au dévoilement de la nouvelle Supercar, qui est la suite de la Ferrari. Est-ce qu'on a un nom? Non, il y a un nom temporaire qui est F250, et là, on ne parle pas du Ford. Là, Ils ont appelé ça F250? Temporaire. OK. Mais ça ne sera Super pas le nom. Duty. Exactement. Tu mettras des emblèmes King Ranch aussi, ça va être pas Fait que là, j'ai reçu l'invitation. Ouais. Donc, quand je reçois l'invitation, c'est que, mettons qu'ils en font 500 unités, bien, je suis un des 500 qui a été choisi pour l'acheter. OK. Fait que je ne suis pas obligé de l'acheter, sauf que je serais fou de ne pas l'acheter. Parce que l'auto, elle va me coûter peut-être 3 millions, on va en valoir 10, 12, là, je ne sais pas. Mais il faut que je la jette. Malheureusement, j'ai comme pas le choix. Si tu décides de ne pas acheter cette voiture-là pour une raison XY, est-ce que tu peux vendre ta place à quelqu'un d'autre? Non, tu ne peux pas vendre ta place. Puis quand tu l'achètes, la voiture, ils te font signer comme quoi tu n'as pas le droit de la revendre après un certain temps. OK. Donc, avant, c'était 1 an. Là, j'imagine qu'ils vont mettre ça à 2 ans parce qu'ils veulent éviter la spéculation. Bien, ils font ça avec des Porsche 911, puis toutes sortes de tours de passe-passe que les gens trouvent pour quand même... La Ford GT, c'était comme ça, on l'a vu. Fait que oui, ils font ça parce que, comme je dis, on paye à peu près 3 millions, on est capable de la revendre 3-4 fois ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tentant de dire, bon, on achète l'auto, on la revend tout de suite, mais ils veulent éviter ça. Puis si tu le fais, parce qu'il y en a, à chaque fois, il y en a qui le font pareil, bien, tu es bloqué à vie. Là. Tu ne peux plus racheter les modèles exclusifs. Tu peux acheter encore une Ferrari normale, là, mais les modèles exclusifs, tu es barré. Une Ferrari normale. Oui. Oui, c'est ça. Tu parlais de la Ford GT, puis c'est drôle que tu abordes ce sujet-là parce que c'était une des questions que j'avais pour toi. Tu as vu forcément le film Ford versus Ferrari. Est-ce que ça t'a pas donné envie de mettre la main sur une Ford GT, ne serait-ce que pour avoir la bagnole qui a battu l'autre le temps d'une course aux 24 heures du Mans? Non. En fait, j'ai comme une relation amour-haine avec Ford parce que j'aime beaucoup leur camion. Ouais. J'ai un Ford Bronco Raptor, puis j'aime les F-150 et tout. Mais j'ai eu 3 mois des Ford GT 2005-2006, OK? J'en ai eu 3. Puis quand ils ont fait la nouvelle Ford GT, j'ai essayé d'en avoir une, puis j'ai pas réussi. Puis à la place, Ford voulait le donner à des gens qui étaient... Des influenceurs. Des influenceurs. Qui est complètement j'avais trouvé ça. J'avais écrit un article à l'époque là-dessus. Bon, c'était Piquet Souben qui avait mis la main sur une voiture. C'était juste pour se faire de la pub en ligne. Exactement. Puis ces voitures-là ont été revendues. Piquet a revendu sa voiture. Il n'aime pas... C'est pas un amateur de voiture, Piquet. Là, fait qu'il a revendu sa voiture rapidement. Fait que la plupart ont fait la même chose. Donc, les vrais amateurs comme moi, que je l'aurais probablement encore gardé. Se sont fait piquer leur place. Exact. Fait que depuis ce temps-là, je ne veux plus rien savoir de Ford. Comme là, ils ont sorti une nouvelle Mustang à 300 000 Ouais, GTD. Ben, tu sais, moi, je serais un bon acheteur pour ça, mais là, ils vont voir qu'il n'y en a pas tant d'acheteurs pour ça parce que c'est des gars c'est pas les influenceurs qui vont acheter une voiture à 300 000. Fait que c'est un peu ça. Fait que moi, je ne veux plus rien savoir des modèles exclusifs de Ford puis les anciens modèles par la force des choses. Alors, sacrilège pour ceux qui aimaient le fait que Ferrari n'avait pas encore lancé de VUS
Voici le Purosangue. Ouais. Mais Ferrari n'appelle pas ça un VUS. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils l'appellent, je crois, le FUS, je crois. FUS? Ferrari Utilité Sport, je pense, c'est ça. J'ai tout vu, là. BMW, c'est Sport Activity Vehicle. Exact. Tout pour ne pas dire que c'est un VUS, alors qu'on sait très bien que c'est ce qu'ils veulent vendre. Et c'est la nouvelle machine à imprimer de l'argent de Ferrari, là. Ah oui, au prix qu'ils vendent ça, ça n'a aucun bon sens, effectivement. Bon, c'est sûr que j'ai regardé la fiche technique de ton véhicule. Tu es quand même allé avec quelques options, là. Il y a 83 000 de fibre de carbone là-dessus. Je ne sais pas si tu le sais, Luc, mais 83 000 tu as une M2 flambant neuve. À quel point tu avais besoin de toute cette fibre de carbone, là? Bon, en fait, c'est le premier modèle. Je suis un des premiers à le recevoir là, au Canada. Je voulais rouge. C'est drôle à dire, là, mais le premier, je voulais rouge. Puis le rouge avec la fibre de carbone, ça fonctionne bien. Là. On voit très, très bien. Là. En fait, j'en ai deux en commande. L'autre, il est charcoal. Puis il n'y a presque pas de fibre de carbone parce qu'on ne le voit pas. Le mariage est moins évident. Exactement. OK. Donc, celui-ci, on le voit, mais il y a même le toit en fibre de carbone qui a coûté, je crois, 15 000, je pense. Quelque chose comme ça. Oui. Il y a les miroirs, il y a tout le devant. Bien, en fait, j'ai même vu que la clé est en fibre de carbone et que le seul fait que la clé soit en carbone, c'est une option de 1 000 OK. Ça va jusque-là. Tu attendais ce véhicule-là depuis longtemps. Ça a pris combien de temps avant que tu réussisses à mettre la main dessus? Bien, en fait, les gens, pour qu'ils comprennent bien, là, on commence souvent les véhicules 2, 3, 4 ans d'avance. J'ai même un véhicule que j'ai commandé en 2016 de Porsche. Le prochain supercar de Porsche, j'ai commandé en 2016. Fait que ce véhicule-là, je dois l'avoir commandé il y a à peu près 3 ans. Okay. Puis ils viennent d'être livrés. Donc, c'est plus ma femme qui l'a pris jusqu'à date. Là. Moi, tu as souligné son anniversaire de façon grandiose en lui présentant le véhicule, d'ailleurs. En fait, je l'avais acheté pour moi, puis ma femme n'avait un autre en commande. Elle voulait prendre rouge aussi. J'ai dit, ben voyons, prends le mien, puis je vais choisir une autre couleur pour le sien, qui va être... Fait que oui, c'est comme son cadeau de fête à ma femme, effectivement. Pas fâchant. Tu l'as conduit, est-ce que tu apprécies? Oui, en fait, j'apprécie parce que c'est un V12, là. C'est ça. Puis c'est pas gros comme véhicule. Non. C'est problématique parce que, vu que c'est pas gros, parce que c'est la philosophie Ferrari, donc ils veulent que ça soit maniable et rapide. Oui. Mais, tu sais, j'aurais aimé ça plus gros parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, puis... D'où la raison pourquoi il y a un Range Rover là-bas, là? Ben oui, et surtout un Cadillac Escalade V, que j'adore beaucoup, avec le V, le gros moteur. Mais c'est pour ça. Familial, c'est plus le Range ou l'Escalade. Exact, exact. Donc, qu'est-ce que j'adore, c'est que c'est un vrai pur Ferrari. Donc, tu te sens comme une voiture V12 là, de grand touriste, une 812 par exemple. Donc, c'est un peu le même feeling. C'est beaucoup plus beau qu'une Lusso, là. Puis au moins, tu es haut de taille, là, tu sais. Tu veux un 4 roues motrices VUS pour l'hiver, tu sais, pour sortir de la neige. Ben, tu sais, on est au Québec, là. On n'est pas... Et toi, tu vas le rouler l'hiver, là? Ah oui, 100 Chausser ça l'hiver, ça doit être pas pire. Ouais, ça doit pas être évident de trouver des pneus là-dessus parce que c'est pas asymétrique, là, ça, là. Non, mais on les commande longtemps d'avance. Je suis pas sûr que la première hiver, souvent... La première hiver, ils n'ont pas les pneus. Ouais. Ça se peut que la première hiver... Tu ne l'ailles pas parce que c'est du 23 pouces en arrière, 22 en avant. Ouais. La combinaison de pneus n'est pas évidente à avoir. La largeur pour ça. également. Fait que non, mais s'il y a des pneus d'hiver disponibles, c'est sûr, je conduis ça l'hiver. Les deux, pas pellicule protectrice à la grandeur de Protex. Oui, on a mis on n'a pas le choix là, pour ces véhicules-là. Ouais. On n'a pas le choix, mais il y a un 3M à la grandeur, oui. Évidemment qu'un Purosangue, c'est un VUS chez Ferrari. On se dit, ça va peut-être être un véhicule un peu plus commun, un peu plus accessible que les autres véhicules. J'ai regardé la facture, sans blague, c'est 680 quelques mille dollars en incluant la taxe de luxe. C'est le double. Plus TPS TVQ. Oui, plus TPS TVQ. Là. Avec la TPS TVQ, tu es à 790 000 $. C'est le double d'un Lamborghini Urus. Ah oui. Absolument. Puis est-ce que ça vaut le double? Je pense pas, parce que j'ai eu des Urus. J'ai adoré mes Urus. Chez Lamborghini, là, les Urus, c'est incroyable. Mais celle-là, est-ce que ça vaut le double?
pas sûr, mais c'est une Ferrari. Présentement, ceux qui se revendent sur le marché secondaire, c'est 1 million et plus. Es-tu sérieux? Oh oui, absolument. Wow! Fait que c'est un investissement, même ça. Non, pour l'instant. Pour le moment, parce que là, c'est la folie de la nouveauté. Oui, dans 5 ans, ça va rebaisser. Dans 5 ans, ça ne sera pas un investissement. Ça, oublions ça. OK. Ils vont peut-être sortir un modèle exclusif, que là, ça va être un investissement. Ils vont peut-être en sortir 500, puis là, il faut tailler celui-là pour avoir le modèle exclusif. Ça se peut. Mais dans ce cas-ci, ça ne sera pas un modèle... S'ils font une version exclusive, j'ose espérer que ce ne sera pas une décapotable. Il pourrait peut-être. Avec le toit de la Panamérica, là, hein? On leur donne des idées. Là. OK, ça marche. Luc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter la mise à jour de ta collection. On se donne peut-être rendez-vous l'année prochaine pour une autre mise à jour. Le paysage changera peut-être, puis on verra si tu as encore ta Golf R. Oui, puis je vais avoir la nouvelle Golf R qui vient d'être annoncée. Je vais avoir la nouvelle. Pas beaucoup de différence. Là, mais... Ouais. Bien, Luc, j'irai faire un tour avec ça, moi. Bien, c'est ça, puis tu vois, c'est une vraie Ferrari. Tu as des assurances correctes, là? Parce que, bon, c'est quoi le déductible là-dessus? Écoute, non, réponds-moi pas. Réponds-moi pas. Je ne veux pas le savoir. Juste le fait que tu me prêtes les clés, j'en suis très heureux. Merci, Luc. Donc, bon essai. Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Ferrari Purosangue 2024, gracieusement prêté par Luc Poirier,